de vos forces d'avoir été un haut fonctionnaire de carrière. Et d'avoir été, alors pendant les 2 premières années, on fait les services extérieurs du ministère de la Finance, donc la comptabilité publique, les services fiscaux, etc. Mais assez rapidement, on a des missions qui vont dans d'autres ministères. Par exemple, j'ai fait une mission, cette fois-ci j'étais chef de brigade, à ce qui s'appelait à l'époque la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, hôtel de Sully à Paris. Donc ça, c'était s'agissant du ministère de la Culture. On avait découvert, bon bref, il y avait quand même beaucoup de ménage qui avait été fait parce que c'était quand même franchement très mal géré. Et j'ai fait on avait fait des recommandations qui ont été suivies des faits 10 ans après, 15 ans après, mais qui ont été suivies des faits petit à petit. Le rythme de l'État. Le rythme de l'État. Et puis des missions, il y a vraiment une mission qui m'a beaucoup formé et intéressé aussi en Calédonie, et notamment sur la question du problème des terres qui revient, l'appropriation des terres qui revient sans arrêt quand on parle de la Calédonie. Et donc à l'inspection, il y a quand même pas énormément les inspecteurs des finances pendant la tournée sont quand même peu nombreux. J'avais la réputation, excusez-moi de le dire, mais d'être quelqu'un de pointu, de compétent, de m'intéresser aussi à la vie à l'étranger. Toujours le bon élève, toujours le bon élève. Oui, tout le monde savait que j'avais été que j'aimais les voyages, que j'avais été au Japon, que j'avais fait le tour du monde. Vous aimiez les dossiers. J'aimais les dossiers, donc mon chef de service m'a dit, François, tu vas aller pendant 3 mois en Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai été flanqué d'un inspecteur général des finances et d'un inspecteur général des affaires de ministère de l'Agriculture qui sont allés installer la mission à Nouméa. Ils sont restés avec moi 4-5 jours. On a rencontré les leaders locaux. Il y avait Jacques Lafleur à l'époque, Jean-Marie Djibaou. Ils sont morts tous les deux. Djibaou a été assassiné. Jacques Lafleur est mort dans son lit. Et puis les grands leaders indépendantistes, Yewine, Diko Kewe qui était au commissariat. Il y avait aussi comme jeune secrétaire général du Haut-Commissariat M. Carinco, qui est aujourd'hui ministre de l'Outre-mer, en fin de carrière. Et puis au bout d'une semaine, ils étaient repartis. Et moi, j'étais resté pendant 3 mois. J'étais resté 3 mois à Nouméa. Aller vérifier une agence, qui s'appelait l'Agence pour le développement rural et l'aménagement foncier, et d'aller vérifier les dossiers. Et d'aller également sur place. Au bout des 4 ans de tournée d'inspection, j'ai été placé en détachement, comme ça se faisait, pendant 2 ans au Crédit National. Ah. Pour faire de la banque d'affaires avec des entreprises. Et puisque j'étais considéré comme un bon inspecteur, c'était un poste qui était très convoité et qui permettait ensuite de partir dans une banque privée et de gagner des sommes fabuleuses. Ce que beaucoup de vos collègues font. Oui, j'ai rencontré des gens dont j'ignorais même l'existence, en fait. C'était des très grandes fortunes. J'ai découvert, il y avait des gens qui sont des gens richissimes, en fait, en France, qui sont absolument inconnus du grand public. Je pense, par exemple... Et qui tiennent à le rester. Oui, enfin, alors j'avais vu, par exemple, j'avais vu M. Lagardère, j'avais vu Jean-François... Alors, c'était des entreprises d'affaires, des entreprises privées, des entreprises publiques. Donc, par exemple, j'avais vu le Prigent, j'avais vu Ortoli, qui était la tête de Total, ça c'est une entreprise publique, mais j'avais vu aussi Guichat pour Casino, j'avais vu Lagardère, j'avais vu Martin Bouygues, etc. Et puis des gens dont j'ignorais, par exemple les frères Roquette, qui est une entreprise qui est, à l'époque, championne du sorbitol, qui ont des champs de betteraves à sucre, et qui pesait, c'est une entreprise extraordinairement rentable. À l'époque, c'est une entreprise familiale. J'avais 2 messieurs qui étaient là, qui ne payaient pas de mine, mais enfin, leur fortune à l'époque, c'était 8 milliards de francs. Donc j'ai pris l'inspection des finances. Vous avez fait l'ENA pour sortir aux affaires étrangères. Pour faire l'examen pour les affaires étrangères, et je pouvais prendre l'inspection, j'ai pris l'inspection, qui était un choix de raison, mais pas un choix de cœur. Parce qu'on m'a proposé, le directeur de la DRE en l'espèce était ravi de voir un inspecteur des finances, et il m'a donné le bureau Asie-Océanie. Le voilà. C'était à la DRE. Et vous étiez à la DRE en 90, 91 Je suis revenu en 91, voilà, 91, 90. On m'a envoyé, tout seul. Je suis allé à Phnom Penh, au Cambodge, pour renouer les dons de l'État français au Cambodge, qui avaient été supprimés après l'arrivée des Khmers rouges. Donc là, c'était en 1992. On m'envoie, moi, à Phnom Penh, pour aller expliquer un peu comment ça se passe. Et ça, là aussi, vous me demandez, ça fait partie des grands souvenirs qui m'ont marqué. Je suis arrivé à Phnom Penh, donc moi je sais que j'ai toujours aimé les questions internationales, à fortiori quand ça concerne l'Asie et l'Océanie.
Et donc j'ai vécu, j'ai suivi au jour le jour l'affaire de la chute de Phnom Penh le 17 avril 1975, avec le journaliste du Monde de l'époque qui s'appelait Patrice Debert, et qui avait écrit Phnom Penh libéré. Des bêtises. Oui. Phnom Penh libéré. Oui. Il y a eu 2 500 000 morts. Oui. Il y a eu le quart de la population qui a été Pol Pot, le grand auto-génocidée. libérateur. Voilà. Oui. Et je suis allé là-bas et j'ai des souvenirs vraiment incroyables. J'arrive à Phnom Penh, je suis reçu au ministère des Finances par le directeur du Trésor, qui était un type qui avait 35 ans. Il était un peu plus âgé que moi. Il était en short et en sandales. Il n'avait rien. Il m'avait montré, il y avait les vieilles armoires métalliques des années 30, fabriquées en France. En France, oui. Du colonisateur français. Il m'avait expliqué qu'il était arrivé dans tout le ministère, il n'y avait plus rien. Tout avait été vidé par les Khmers rouges. C'était année zéro, franchement. Vous imaginez, vous arrivez dans un ministère, tous les bureaux sont absolument vides, le type, il est directeur du Trésor, il n'a même pas de secrétaire, il est en savate, et il me dit, voilà, je ne sais pas quoi faire. Et qu'avez-vous fait? Ben, je lui ai expliqué comment ça marchait, comment la France, je lui ai expliqué ce que c'était, que soit les prêts bonifiés, mais c'était trop pauvre pour qu'on fasse des prêts bonifiés, donc c'était des dons, que les dons, c'était à 100% pour acheter des produits et des services français. Tout ça, ça a été ensuite interdit par les Américains dans le cadre de l'OCDE. Donc là, je parle d'un monde qui n'existe plus, mais c'était très précieux pour la France. Ben, ils achetaient en France. Voilà, c'est-à-dire qu'on faisait des dons, des prêts bonifiés, mais ça permettait d'assurer le rayonnement de la France, d'assurer... Ça créait des liens pour plus bien tard. sûr. Et donc j'avais expliqué ça, et c'était d'un poignant incroyable. Et l'ambassadeur de France au Cambodge, qui était très content de voir quelqu'un venant de Paris, qui m'avait fait visiter les grands lieux de Phnom Penh, la butte de Madame Penh. Phnom Penh, ça veut dire la butte Penh. Une espèce de butte artificielle, un peu comme la colline de charbon au nord de la cité interdite à Pékin. Et puis, les traces on de était allé Pol voir, Pot. voilà, le fameux musée de Tuol Sleng, où vous voyez des charniers, c'est vraiment, ça fait partie de ces missions, comment dirais-je, professionnelles qui vous marquent à vie quand même. Hein. C'est vraiment très important. Alors ensuite, arrive 93. En 1993, changement de majorité. Et mon directeur de la DRE me dit, est-ce que vous allez déposer votre dossier pour aller en cabinet ministériel? Je vous dis, je suis toujours... le prince Mouchkine. Le prince Mouchkine. Je le regarde avec des yeux ronds. Il dit, pardon. absurde. Il dit, vous avez déposé votre dossier. Je dis, mais non, pourquoi? Il dit, mais enfin, il y avait 27 chefs de bureau. Il me dit, mais il y en a 26 qui ont déposé un dossier. Je ne savais pas, personne ne m'avait dit qu'il fallait faire un dossier. Alors, il me dit, attendez, précipitez-vous, etc. Je vais aller le porter moi-même. Donc je fais un petit dossier, c'était quasiment... Alors il y avait à l'époque un ministre de l'économie, Edmond Alfandéry, et un ministre de l'industrie et du commerce extérieur qui était Gérard Longuet. Et donc Jacques Dupont, qui était le directeur Jacques Despont, qui était le directeur de l'époque, me fait faire un petit dossier, un CV, etc., puis une lettre de motivation. Mais moi j'étais très content dans mon truc, mais il m'avait dit, vous êtes un... Enfin, il m'avait passé la main dans l'eau. Et donc, je suis convoqué 2 jours après par le directeur de cabinet de Gérard Longuet, qui veut me voir. Et qui me reçoit, ça a été assez bref, et qui m'a dit, écoutez, Banco vous commencez lundi. Je ne savais pas du tout que vous aviez été au cabinet de Gérard Longuet, alors ça je découvre. Alors je dis à comment dirais-je, c'est Jean-Bernard Lévy, qui est devenu ensuite président d'EDF, qui est un esprit un politicien qui est vraiment quelqu'un de très très intelligent, et qui me dit, vous commencer lundi. Alors je lui ai dit, mais toujours mon petit côté un petit peu naïf, je lui dis, mais vous me demandez pas mes opinions politiques? Il me dit, non, je suppose que ça vous convient d'être... Alors c'est vrai, moi le côté baladure, je trouvais ça, trop européiste pour moi. Entre-temps, j'avais quand même en 92 voté non à Maastricht. Et j'allais vous poser la question. J'avais voté non à Maastricht, mais je savais qu'il n'était pas de bon ton d'en parler. Bon, bref, là, on est en 93. Mais vous nous aviez dit que vous aimiez l'idée européenne. Vous avez longtemps aimé l'idée européenne. Pas tellement, enfin de 79 à 80. Je vous ai dit, c'est quand j'étais au Japon que j'ai commencé à m'en détacher. Plutôt, oui. À m'en détacher. Et donc en 92, j'avais voté non à Maastricht parce que la campagne électorale, c'était... bon, j'ai toujours été très sensible quand on veut me manipuler. Ça, la campagne de 92, on faisait des partisans du oui,
de droite avec des partisans oui, de gauche. Oui, des partisans du n'avaient pas le droit à la parole. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Jacques Delors, ceux qui votent non devraient changer de métier. Oui, oui, oui. J'avais un poste qui était quand même éminent, puisque je m'occupais de tout le commerce extérieur bilatéral. Pas le multilatéral. J'avais une collègue qui est décédée qui s'appelait Laurence Dubois d'Estrizay, qui, elle, était la grande spécialiste de tout ce qui était le commerce extérieur bilatéral, avec notamment le grand dossier qui était la création de l'Organisation mondiale du commerce. Où Gérard Longuet, qui avait fini par m'apprécier, m'avait demandé de l'accompagner, mais c'était pas moi qui étais le leader sur ce dossier. Et donc je suis allé au 15 avril 1994 à Marrakech pour voir, c'est un événement très important dans l'histoire du monde contemporain, la création de l'OMC. Mais moi j'avais tout le commerce extérieur bilatéral, qui est en fait plus on a beaucoup dit, c'était pas l'Organisation mondiale du commerce, mais l'Organisation commerciale du monde. Organisation mondiale et non plus internationale. Ça, c'est très, très important. Parce que le mondial veut dire que c'est au-dessus des nations. Ça change absolument. Et moi, ça, j'ai vu ça de mes yeux, c'était tout à fait passionnant. Mais moi, mon portefeuille... C'était une organisation qui supposait que tout dépende de la concurrence, c'est-à-dire que toute politique, y compris les services publics ou politique culturelle, soit soumise à la règle du commerce. Oui, c'est sans frontières, c'est la marchandisation du monde. Oui. C'est en effet très important dans absolument. Et ça, c'est vraiment la fin de l'URSS. On avait réussi, nous, à sauver l'exception culturelle, oui. Mais c'était devenu un peu théorique, hélas. Et puis bon, pourquoi se battre pour l'exception culturelle? Parce qu'il y a tout ça, parce qu'il y a des lobbies culturels en France. Mais je vois pas pourquoi on défendrait particulièrement. C'est très bien de défendre la création culturelle. Mais il faut tout défendre. Mais il faut tout défendre. Ah, oui, bien sûr. Mais pourquoi pas défendre les agriculteurs français? Mais alors vous étiez à Marrakech, donc? Oui, je suis allé le 15 avril 1994. C'est pas tout à fait à votre honneur, mais que faire d'autre? Bah, c'est pas à mon honneur. D'une part, j'étais pas le décideur. Deuxièmement, j'avais pas du tout trempé dans les dossiers. Donc j'étais un peu un observateur externe. Gérard Longuet m'avait emmené, comme parce qu'il... Bon, j'ai eu, en fait, avec tous les ministres que j'ai servis, j'ai toujours eu, quand même, ça s'est toujours très bien passé. Et ça parce qu'il a été interviewé par des journalistes. Il était certainement très embêté de savoir ce qu'il pouvait dire de moi. Et qu'a-t-il dit? Et il a dit, c'était quelqu'un qui me faisait des dossiers d'une méticulosité extraordinaire. Ah oui, méticuleux, le mot vous va. C'est qui était, voilà, parce que... le mot vous va très bien, méticuleux. Oui, et voilà, et donc il aimait beaucoup ça, et donc du coup je suis allé avec lui, j'ai voyagé, on a accompagné Balladur en Arabie Saoudite, on a accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, on est allé en Malaisie, à Singapour, on est allé dans plein d'endroits, mais il était très surchargé parce qu'il était ministre de l'Industrie, des Postes, des Communications, qui étaient en voie de privatisation, commerce extérieur. Il était par ailleurs président du Conseil général de la Meuse et président du Parti républicain. Et il avait acquis un poids politique auprès de Balladur très important, de telle sorte que, je me rappelle, il y a eu une couverture de l'Express, c'était Longuet monte en puissance. Et ce que l'on se racontait, nous, dans les années début 94... C'est qu'il serait le Premier ministre de Balladur. Chirac gagne les élections, Hervé de Charette est ministre des Affaires étrangères. Et vous êtes chargé, là, cette fois, de l'Asie et du Pacifique, c'est ça? Je vais auprès d'Hervé de Charette, voilà. Toujours. Chargé. Alors, il y a eu une petite chose cocasse. Je vous raconte des secrets d'alcôve, là. Ah ben, il est temps, c'est pour ça que je vous fais boire, d'ailleurs. Oui, c'est ça, peut-être que je devrais pas J'ai bien compris. Parce que je mets en cause parfois des gens qui sont toujours vivants et qui peuvent vérifier ce que je dis. Oh, donc, par exemple, quand je suis allé... entre-temps, j'avais eu un petit interlude, parce que j'avais été, quand effectivement Chirac est élu président, moi, j'avais donc la réputation d'être un inspecteur des finances compétent, et on me propose d'être le directeur de cabinet de Madame de Panafieux, ministre du Tourisme. Que vous refusez? Que j'accepte. Et donc j'ai été directeur de cabinet de Madame de Panafieux pendant 5 mois et 23 jours, puisqu'elle était ministre du Tourisme, et puis c'était Jean-Pierre Denis, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui me téléphone, il me dit « François, ça serait bien que tu diriges le cabinet de Madame de Panafieux ». Donc j'y vais. Le tourisme, c'était intéressant, mais ça a duré brièvement, puisque Madame de Panafieux s'est fait, en fait... ah oui, elle fait partie de toutes les Jupettes. Des Jupettes. Il y a eu 7 ou 8 femmes qui ont été virées par Alain Juppé. Plus Jean de Boihu. Voilà. Qui n'était pas une femme et qui a été aussi éphémère. Voilà. Ministre donc, de je le dis par pépins, souci de précision. Et ensuite, donc Madame de Panafieux est reçue par Jacques Chirac et qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux, François ?» C'est elle qui me l'a raconté. Et elle a dit « Je voudrais être ambassadeur le plus près possible de chez moi. » Donc elle a été nommée à l'UNESCO. Elle habite dans le 16e Sud, donc il lui suffisait de traverser la Seine pour être ambassadeur à l'UNESCO, place de Fontenoy. Et elle a eu la gentillesse de demander qu'on recasse son DIRCAM, c'est-à-dire moi. Et donc je connaissais un peu Dominique de Villepin, que j'avais connu quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, de Gérard Longuet, puisqu'il était le directeur de cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères à l'époque. Et qui est devenu secrétaire général de l'Élysée. Secrétaire général de l'Élysée. Et donc c'est Dominique de Villepin qui a suggéré que j'aille au cabinet. Que vous ne connaissiez pas, vous ne le connaissiez pas, Charette.
Et donc Hervé de Charette, je ne le connaissais pas. Et donc je suis allé voir Hervé de Charette. Alors c'était pour la petite histoire, c'était à la fin 95. Et il y avait 1 500 000 manifestants dans les rues. Et donc Juppé avait dit les trains en grève. Oui, parce que c'était le plan Juppé. C'était déjà les contraintes de Maastricht. Hein. Et donc il y avait Juppé qui avait dit que s'il y avait 2 millions de personnes dans les rues, démissionnaient. Il y a eu 2 millions, il n'a pas démissionné. Et donc c'était il faut quand même comprendre que ça fait des décennies que la France est dans une situation quand même de jacquerie permanente. C'est un pays qui a quand même une espèce de... C'est en croissance, j'ai l'impression, non? Ça se développe, mais il y a quand même un vrai malaise dans la société française. Et donc je vais voir Hervé de Charette, donc fin 95. Bah, ça a commencé avec Maastricht, hein, ce malaise. Oui. Et puis la politique du franc fort. Parce que dans les années 70 et 80, ce malaise était quand même pas tout à fait voyant. Enfin, il y a eu la crise depuis 73, hein, la guerre de Kippour, on peut dire. Oui, c'est autre chose. La France était en pleine expansion. C'est les années 90 où on commence à chuter. Il faut dire que c'était passé beaucoup de choses qui ont traumatisé les Français. Les 79 ont quand même cassé le truc. Enfin bref, je vais voir Charette. Il était comme tous les ministres, c'est-à-dire pour eux ça faisait partie de... Un inspecteur des finances. Un inspecteur des finances, c'est chic, quoi, d'avoir dans son cabinet, il y en a tellement peu. Donc, et là encore, il vous demande pas ce que vous pensez. J'étais précédé d'une très bonne réputation. Bah, et donc je suis avec Charette, et alors, il me propose, il avait su comment me prendre, il me propose d'être à son cabinet le responsable de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine, et des questions économiques. C'est un portefeuille extraordinaire. Et il y avait d'autres choses. Hein. J'avais pas des questions sur l'Afrique, j'avais pas le Moyen-Orient, j'avais pas l'OTAN, j'avais pas vous aviez sous votre coupe plusieurs directeurs du Quai d'Orsay. Oui, il y en avait au moins 3. Oui. Donc il me propose un truc formidable. Mais je me suis dit, entre-temps, je m'étais dit finalement, bon, il faut dire les choses, il faut être soi-même, etc. Donc je me rappelle très bien. Il était derrière son bureau et il y avait un parapheur. C'est un type remarquablement intelligent, Hervé de Charette. Et donc, il signait là, comme ça. Et puis, j'étais devant lui. Le bureau du ministre des Affaires étrangères, le plus beau bureau de la République. C'était celui de Vergennes. Oui, mais le bureau même, non seulement le bureau même, mais la pièce. C'est beaucoup plus grand que le bureau du président de la République, c'est un truc extraordinaire. Il y a le bureau du président de l'Assemblée nationale à côté, qui est pas mal non plus. Il faudrait presque un tapis roulant entre la porte pour arriver jusqu'au... Et puis le bureau de l'hôtel de ville, du maire de Paris. Donc, je suis donc devant Hervé de Charette, qui me propose un poste qui... J'en mourrais d'envie. Mais il y a un problème. Alors, il était derrière son... Il avait des parapheurs, donc puis il avait des lunettes un peu comme ça. Il était comme ça. Et je lui dis, il y a un problème. Il me regarde au-dessus de ses lunettes, il s'arrête, il me dit, quel problème? Je lui dis, le problème, c'est que je suis contre la construction européenne. Ah, cette fois, vous crachez le morceau. Bon. Je dis, je suis contre la construction européenne. Je considère que c'est une erreur historique. Là, nous sommes en 96. 95, en décembre 95. Fin 95. Décembre 95, après... les 6 mois, au bout de 6 mois. Je considère que c'est une erreur historique et que ça se terminera très mal. C'est quand même honnête, chic, et courageux de ma part. Ah oui, c'est bien, mais personne ne le fait. Hein. Il me regarde comme ça. Il me dit, et alors? Ah. Je ne vois pas où est le problème. Alors j'ai dit, bah écoutez, quand même, c'est quand même un peu embêtant, compte tenu des fonctions que j'aurai auprès de vous. Est-ce qu'il pense que vous allez la fermer, quoi, en fait, il me dit, mais monsieur, est-ce que je vous confie les dossiers concernant l'Europe? Je dis non. Mais il me dit donc, il n'y a aucun problème. Alors là, j'ai dit, alors écoutez, monsieur, j'ai rigolé quand même. Il est très drôle, il pince sans rire. Ah c'est oui. vraiment que moi, je sais pas si c'est à son honneur cette histoire, parce que tout de même, il y a une petite frivolité là derrière. Oui, mais quand même. Oui. Et donc j'ai dit, écoutez, si vous le prenez comme ça, très bien. Alors moi, je vous dis d'accord, mais au moins, je vous aurais prévenu. Je ne dirai rien en public, mais au moins, je vous aurais prévenu. Et donc c'est sur cette base-là, entre lui et moi, que vous vous faufilez, que moi je deviens donc effectivement, je n'avais pas à m'occuper des questions européennes. Et je me suis occupé, alors là, vraiment, honnêtement, c'est sans doute une des plus grandes parties de ma vie, parce que c'est là où j'ai... Voyage tout le temps. Et vous avez des enfants, il faut s'occuper de votre femme et de vos enfants. Oui, j'avais une petite fille qui venait de naître, c'est vrai, mais... mais si vous voulez, c'était
Afrique du Vous Sud, voyez pas déjeuner, souvent, déjeuner avec Nelson Mandela, accompagner, voir tous les grands de ce monde. Dîner avec l'empereur du Japon, discuter le Dîner avec l'empereur du Japon. Oui, quand il était venu à Paris, oui, absolument. Également des entretiens au plus haut niveau avec Jiang Zemin, le président chinois. Chinois, c'est-à-dire la cité interdite, la partie de la cité interdite réservée aux dirigeants, mais aussi Dr Mohamed Mahathir, qui est toujours vivant, qui a 95 ans, Premier ministre de Malaisie, Lee Kuan Yew, le père fondateur de... J'ai vu vraiment des choses extraordinaires. C'est à ce moment-là que vous rencontrez le pape? Non. Oui, c'est à ce moment-là que je rencontre le pape. Il faudra nous montrer les photos de votre rencontre avec Jean-Paul II. Je savais que ça vous plairait. Ah bah écoutez, c'est bien gentil, vous me connaissez bien. Il n'y avait pas de portable à l'époque, ce qui fait que tous les grands de ce monde que j'ai rencontrés, il n'y a quasiment pas de photos. Mais là, quand je suis allé... Alors, c'est dommage, avec le Premier ministre chinois, ça aurait été coquin. Président chinois. Mais j'ai retrouvé quand même dans une vague truc, on doit retrouver... j'avais revu sur Internet, on voyait en tout petit, c'était avec Jiang Zemin, Li Peng, le Premier ministre. Il est président du parti, quoi. Ouais. En 1996, en mai 96, il y a un Français, Jean-Gabriel Perbois, qui est un prêtre mariste ou de la congrégation de Picpus ou je sais pas quoi, qui est martyrisé en Chine en 1860. Bon. Et en 96, il monte sur les autels de la Sainte Église, on dit, il est canonisé à Rome. Avec un Italien et un Espagnol. Il y a 3 canonisations le même jour, et la tradition veut que la France, fille aînée de l'Église, même si la République française est laïque, la tradition veut que lorsqu'un Français devient un saint de l'Église catholique, la France se fait représenter par un membre du gouvernement. Voilà. Alors Chirac et Bernadette, dès que Chirac avait été élu à l'Élysée, très rapidement, il avait voulu à Rome pour aller rencontrer le Saint-Père. Bernadette l'avait voulu aussi. Oui, je crois. Et donc il y avait eu une visite d'État au Vatican, une visite d'État à laquelle Hervé de Charette avait participé. Mais 6 mois après, ou 1 an après... Vous n'avez pas recommencé. Voilà, là il fallait qu'il y ait un ministre qui y aille. Donc ni Chirac ni Juppé, Premier ministre, ne voulaient y aller. Charette avait déjà fait le voyage du Vatican, il n'avait pas envie de recommencer. Et donc on est allé... Charles Millon était ambassadeur. Voilà, et donc on est allé, j'ai accompagné Jacques Godefroy à cette canonisation. Alors montrez-nous. Bon, c'est un peu un souvenir, enfin c'est c'est assez touchant. C'est un beau souvenir, parce que ça m'a quand même permis... D'abord de connaître voilà. Alors bon, j'ai d'une photo, j'ai quand même 27 ans de moins. Hein. Ah oui, il nous reste encore 27 ans. On le voit avec. Est-ce qu'on la voit bien à la caméra? Je ne sais pas laquelle l'a montrée. Cette photo touchante de François Jean-Paul Asselineau. Et puis derrière, il y a le directeur d'Europe du Quai d'Orsay de l'époque. Alors, je suis, comme on dit, en habillé décoration, c'est-à-dire il faut être en habit, en queue de pie, etc. Il nous a reçus à l'intérieur de Saint-Pierre de Rome, dans la chapelle où il y a la Pietà de Michel-Ange, c'est-à-dire tout à fait à droite. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'ont marqué. J'ai été très marqué. Mais j'ai tellement d'anecdotes à raconter. Par exemple, par le roi Sihanouk, que j'ai revu ultérieurement. C'est incroyable. On peut faire une dizaine de conversations. Un type incroyable. J'avais été marqué par Jiang Zemin, le président chinois. Sihanouk, incroyable. Ah oui, incroyable. Alors là, je vous assure, je vous raconterai ça une autre fois. Avec le roi Sihanouk, quand j'étais allé avec Charette, qui nous avait reçus ensuite à Plein-Bel. C'est bien plus tard que l'épisode que je vous racontais, j'étais chef de bureau. Oui. Là, j'y suis retourné. Non, c'était incroyable. Sihanouk, c'est un personnage inimaginable. Vous avez rencontré aussi, mais c'est incroyable. Oui. Vous avez rencontré tout le monde. Pas tout le monde, j'ai rencontré beaucoup de gens. Nelson Mandela. On dirait que vous êtes fait pour être président de la République française. C'est pas possible. Vous connaissez déjà tout le monde. Je l'ai dit. Vous êtes président de la République. Oui, mais je l'ai dit. En 2017, parmi tous les candidats, oui, sans doute. À part Fillon, j'étais celui qui avait le plus de compétences pour devenir chef d'État. Ah oui. Fillon avait il avait été Premier ministre, donc il en connaissait plus que moi dans les relations internationales. Encore il avait peut-être fait moins de voyages internationaux que moi. Mais non, j'ai vraiment connu beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui m'ont fait toute petite impression. Qui? Allez. Des dirigeants... Un petit verre de Pinot, si vous voulez. Des dirigeants européens. Ah, voilà. C'était pas... Allez. Bon, tiens, Stoltenberg, par exemple. Il est actuellement secrétaire général de l'OTAN, mais moi, quand je l'ai vu, c'était quand j'étais chez Charette. Pas chez Charette, parce qu'il a été parti, il avait été remplacé les derniers mois par José Rossi. On était allé à Oslo. Stoltenberg, c'est le patricien, c'est-à-dire fils d'ambassadeur, une grande famille riche de Norvège. Il était là à se lamenter que les Norvégiens, pour la 2e fois consécutive, avaient refusé d'entrer dans l'Union européenne. Et mon ministre, José Rossi, qui avait les éléments de langage, comme on dit, du Quai d'Orsay, en disant oui, on vous soutient, il faut absolument que les Norvèges entrent dans l'Union européenne. Enfin. Il y a des grands et il y a des petits, François Asselineau. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont vraiment pas terribles. Hein. Il y a des gens qui sont un peu...
un peu minus, quoi. Carlos Menem en Argentine m'avait pas fait une très très forte impression. Danseur de tango. Il y a des gens aussi très rigolos. Quand j'étais au cabinet de Jacques Hervé de Charette, à un moment, bon, s'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une espèce d'honneur, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, Eh oui. l'ambassadeur des États-Unis ne s'adresse qu'au président de la République, au Premier ministre, et éventuellement qu'on descend à parler à un ministre. Les affaires étrangères. Voilà. Donc, parce qu'une fois, c'était Madame Pamela Harriman, qui était, quand j'étais du temps de José Rossi, donc au ministre de l'Industrie du Commerce extérieur, qui pendant les 6 derniers mois, après la démission de Charette, de Longuet, avait été ministre de l'Industrie du Commerce extérieur. Madame Pamela Harriman, ambassadeur des États-Unis, était venue à Bercy pour un déjeuner avec mon ministre et puis les membres de son cabinet. Et cette femme qui avait un peu la tête de Nancy Reagan, hein, en fait, vous voyez, un peu blonde, platinée américaine, comme ça, femme du milliardaire Averell Harriman. Mais ce sont des postes qui s'achètent aux États-Unis. Oui, absolument. Ce sont les plus grands donateurs. Terrible. Elle était arrivée comme si c'était l'impératrice. La vice-ministre. Voilà. La vice-présidente. Et moi, ce qui me faisait mal, c'est que je voyais tous les huissiers, c'était incroyable. C'était jamais qu'ambassadeur des États-Unis. Mais en revanche, il y a des petits pays. Alors moi, ça, c'est mon côté très, très chinois. Vous savez que les Chinois, que vous soyez le royaume du Tonga ou les États-Unis, ils vous traitent tout le monde de la même dignité. Mais la souveraineté, c'est ça. C'est ça, la souveraineté. Égalité. Voilà. Égalité entre Donc les moi, je souverainetés. trouve que c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, un jour, c'est une anecdote parmi d'autres. La souveraineté est l'art de rendre égales les puissances Et puis inégales. les peuples sont tous égaux à mon. Voilà. C'est ça la souveraineté, rendre égales les puissances inégales. Un jour, il y avait la présidente du Sri Lanka qui était de passage à Paris, qui s'appelait Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Quelle mémoire. Et elle était la fille de madame de Sirimavo Bandaranaike, qui avait été présidente du Sri Lanka avant, et son père avait été le leader de l'indépendance du Sri Lanka en 1948. Donc c'était une héritière, en fait. Un colosse, cette femme, 1m90, 100 kilos, enfin, voilà. Et alors, elle parlait très très bien français, et elle avait fait des études à la Sorbonne en 1968. Elle était de passage à Paris. Elle devait à l'époque avoir 40 et quelques années, 45 ans. Et Hervé de Charette avait donné son accord pour la recevoir, mais comme vous savez, il y a quand même 190 pays dans le monde. Donc il y a souvent des pays qui... Alors, le Sri Lanka est considéré... moi, c'est un pays que j'aime beaucoup, que j'ai visité, que c'est un pays avec des habitants qui peuvent être tout à fait charmants. Puis c'est une vraie culture, c'est un des épisodes célèbres du Ramayana, un des deux grands poèmes du monde indien qui se déroule au Sri Lanka. Bref. Elle vient, et Charette me dit... on dit plus Ceylan, hein. Non, on dit plus Ceylan. C'est dommage. Et Charette était pris par je sais pas quoi. Il me téléphone, il devait avoir rendez-vous à 17h, il me téléphone, il me dit, écoutez, la Sri Lankaise, je n'ai pas le temps pour le moment, faites-lui faire l'antichambre, j'arrive au plus vite. Je dis, bon, très bien. Donc, je reçois la présidente qui arrive avec l'ambassadeur du Sri Lanka à Paris. L'ambassadeur de France au Sri Lanka, pour lui, c'était un grand jour, parce que c'est rare que le chef d'État sri-lankais vienne en France. Et donc, pour lui, c'était important. Voilà. Et puis, il y avait le directeur d'Asie. Et c'était moi qui présentais. Mais donc, je reçois. J'étais pas dans le bureau du ministre. On faisait l'antichambre. Et je commence à discuter le bout de gras avec cette femme qui était extrêmement drôle, non seulement intelligente, mais très drôle. Très, très drôle. Elle avait été étudiante en 68. Oui, elle avait pris un petit parfum. Elle parlait très bien le français, oui. ce qui était un peu inattendu d'un président, un pays quand même très anglophone, enfin qui a été sous la coupe des Anglais à partir du 19e, ils ont chassé les Néerlandais. Les Portugais ont été chassés par les Néerlandais, les Anglais ont chassé les Néerlandais. Bref, le temps passe. Il n'arrive pas. 5 minutes. Le ministre n'arrive pas. Un quart d'heure. Et de quoi parlez-vous? Alors je parle de choses et d'autres, je commence à parler des dossiers. C'était moi qui connaissais les dossiers, de toute façon. Oui, il valait mieux. Le ministre ne les avait pas regardés. Donc je commence, et notamment il y avait des dossiers sur un dossier lancinant qui était la présence des Tamouls, qui étaient des immigrés, qui étaient réfugiés en France, et qui étaient un peu la 5e colonne. À l'époque, il y avait une guerre civile dans tout le nord-est du Sri Lanka, avec ce qu'ils appelaient l'Elam Tamoul, puisqu'il y a donc 2 peuplements différents. Et moi, j'étais là, en train de dire, bon, on va faire ce qu'on peut. 25 minutes, 30 minutes. Pas de charrette. Et je vois à un moment, quand même, l'ambassadeur du Sri Lanka, et puis l'ambassadeur de France, qui commence à trouver que c'est scandaleux. Parce que j'étais quand même chef d'État. Moi, j'étais conseiller auprès du ministre. Alors, 5 minutes, c'est bon. Mais là, c'était... On a frisé. On a frisé l'incident diplomatique. Et finalement, au bout de 35-40 minutes, Charette est arrivée, mais elle allait s'en aller. Hein.
Mais elle a bien pris, quand même. Oui, et elle l'a bien pris, mais elle a eu un entretien qui était assez drôle, parce que Charette lui a présenté toutes ses excuses, et donc elle l'a traité d'une façon avec pas mal d'humour, en fait. Elle a dit qu'elle savait très bien ce que c'était. Bon, elle a montré qu'elle était... Mais c'était une fille rigolote, enfin une femme, mais je pense qu'elle avait été une étudiante assez rigolote quand elle était... Alors, et vous aimez ces personnages-là, hein, oui, plein d'épaisseur. C'est pas Stoltenberg. Il y a eu une suite triste. C'est pas le Norvégien. Oui, 6 mois après, elle a eu un attentat et elle a perdu un œil. Elle a été la moitié du visage arraché. À cause des fameux tamouls. Oui, à cause des fameux tamouls. Donc c'est du sérieux. C'est comme quelques mois auparavant, j'avais dîné avec Benazir Bhutto, qui était au passage à Paris, qui était à la tête qui était Premier ministre du Pakistan. Elle a été assassinée, Benazir Bhutto. Oui, ça c'est bien. Vous avez connu tout le monde, c'est incroyable. En Asie, j'ai vu beaucoup de gens. Et en Amérique latine. Et en Amérique latine aussi. Oui, mais vous avez même quelques décorations latines. Est-ce que c'est cette période-là? On peut montrer, ça c'est quand j'ai accompagné. Chirac a voulu, en 1996, refaire le voyage resté célèbre dans les mémoires de De Gaulle. Très long voyage. Très long voyage, pendant près d'un mois, De Gaulle avait fait... Non, plus d'un mois. Il était allé au mois d'avril-mai, je crois, au Mexique, et à l'automne, il avait fait toute l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, il y avait le croiseur, je ne sais plus, Colbert ou je ne sais pas quoi, qui suivait les longs des côtes, et donc, lorsqu'il s'agissait de signer des documents officiels, De Gaulle prenait un hélicoptère pour aller sur le croiseur pour signer des documents sur territoire français. Enfin, c'était tout un truc. Parce que c'est très rare un chef d'État qui ne revient pas pendant plusieurs semaines à l'Élysée. Alors, c'est ce qu'avait voulu faire Chirac, sauf que Chirac... Au lieu de passer un mois, il avait passé 10 jours. Voilà, 10 jours. Et on était allé au Brésil, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie et en Argentine et au Chili. Alors, pour la petite histoire, ça c'était quand même très drôle. J'étais dans le voyage, on avait dû partir d'une douzaine de jours. Et donc, Chirac, arrivant en Bolivie, donc j'étais dans l'avion présidentiel, donc on avait nos habitudes. Il y avait dans ce voyage Platini, parce que Platini avait convaincu Chirac de militer pour que la Bolivie puisse faire partie des pays où pouvait se sélectionner la Coupe du Monde de foot. Parce qu'il y avait à la FIFA des gens qui disaient « la Bolivie, c'est trop au perché, on peut pas faire le truc ». Bon, voilà. Donc Chirac avait pris le dossier de la Bolivie en main, voilà. Et donc on était allé en Bolivie. Et on arrive donc au Parlement de La Paz, il y a un grand décorum, Chirac fait un discours, etc. Et à la fin, c'était prévu dans le protocole, mais Chirac est décoré de la plus grande décoration bolivienne. Et la grande décoration bolivienne, c'est le Grand Condor. Donc, quand on a repris l'avion, il y avait l'ambassade à La Paz qui nous avait passé le canard enchaîné. Le grand titre, c'était Chirac, le Grand Condor. Alors ça l'avait fait rire, non? Bah oui, c'était rigolo parce que... Donc vous l'avez beaucoup fréquenté, Chirac, en somme? Bah oui, enfin, en l'espèce, oui, on était... Dans l'avion, par exemple. C'était un type assez... Vous l'avez aimé? Il avait ce côté, comme ça, direct, sympathique, en fait. Sympathique. Bon copain. Mais, comme me l'avait dit Hervé de Charette, et il avait raison, attention, c'est pas un con. Parce que Chirac adorait jouer aux imbéciles. Il appliquait, c'est un stratagème chinois, hein. C'est mieux vaut avoir l'air d'un imbécile que de le rester toute sa vie. Et donc, Chirac aimait beaucoup jouer les Fernandouille, alors qu'en fait, il était très malin et assez rusé quand même. Mais il aimait les gens quand même. Oui, je pense que... Ça, c'est ce que me disait Pasqua. Il m'a dit Chirac, il aime les gens. Mais oui, il a fait des choses très gratuites. J'ai aucune sympathie pour Chirac, mais enfin... Ce sont des décorations que l'on m'avait remises. Étant de la suite du président de la République française, ce sont des décorations qui sont destinées... Au passage, on vous décore, quoi. Oui. Alors, je vous ai apporté ça parce que j'ai su que ça vous ferait plaisir. Ah, bon, donc, ça, c'est l'ordre. Ça, c'est brésilien, non? Oui, je suis commandeur, excusez du peu, je suis commandeur de l'ordre de Rio Branco du Brésil. C'est une décoration qui est donnée à des étrangers, uniquement à des étrangers, pas à des Brésiliens, qui ont contribué à développer les relations entre la France et le Brésil. Et comme j'étais en charge du Brésil, au cabinet des ministres des Affaires étrangères, et que j'accompagnais le président de la République, on m'avait donné ça. Ça, c'est commandeur de l'ordre de Bernard O'Higgins du Chili, qui a été le premier chef d'État chilien aux alentours de 1817 et 1823, qui après est allé se réfugier au Pérou. Mais vous êtes hyper amnésique, vous vous souvenez de tout ça? C'était un peu mon métier, quand même. Et puis ça... Non.
c'est l'ordre de Saint-Martin. Donc là, je ne suis que officier, je crois. Hein. Oui, parce qu'il y a, c'est comme en France, vous voyez, c'est ça. grade, hein, oui. Voilà. Donc ça, c'est, je quoi suis, et ça, c'est l'Uruguay. L'Uruguay. Voilà. Il n'y avait pas eu d'autres décorations. Les autres pays ne m'avaient pas décoré. Voilà. Alors, je vous montre ça parce que ce sont des souvenirs. Mais vous n'êtes pas un collectionneur de médailles? Oui. En plus. En plus. Mais pas ce genre de médailles, des médailles oui, on va y venir. Dans l'histoire. Mais je vous montre ça parce qu'il y a quelques... Alors, d'abord, ce sont des souvenirs qui me rappellent une période de ma vie, qui également... C'est important parce que chacun, c'est des décorations pour des étrangers. C'est tout le protocole du Quai d'Orsay. Vous avez aimé ça aussi, hein? Oui, j'aimais bien parce que c'était aussi la récompense d'un travail. Quand vous n'êtes pas... Vous savez, on n'est pas très très bien payé quand on est en cabinet ministériel. Hein. Ah, il valait mieux faire la banque. Ah bah oui, on est beaucoup moins bien payé. Vous vous en fichez? Oui, moi je m'en fiche, mais ça me parle.